C'est incroyable. Très très beau. Mais nous allons meubler. Regarde, j'ai préparé ceci. J'étais au chevet de son lit médicalisé. Elle vivait ses derniers instants. L'eau avait tout inondé autour de nous. La marée montait. Il fallait faire vite. Une barque était taquée, l'équipage au taquet, les nœuds des cordes d'amarrage défaits, la grand-voile se vissait. Je m'agrippais à ses mains pour la retenir, mais elle était à bout, si décharnée, et murmurait « N'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur d'elle. » Elle m'exhortait à la laisser s'en aller, alors que l'inondation gagnait. Impossible de m'y résoudre. Elle avait besoin de moi. J'étais son enfant. Elle m'avait fait. Je ne pouvais pas la défaire. Puis elle voulut que je me penche vers elle. Les gaufrettes, derrière toi, murmura-t-elle. Elle délirait. Depuis des jours, elle ne pouvait plus rien avaler. Je me suis quand même retourné. Un paquet de biscuits était posé sur une chaise. Je lâchai une seconde ses mains pour aller le chercher. Quand je lui rapportai, une écume blanchâtre fouillait de ses lèvres desséchées. Elle était partie. Un long moment, je guettais une braise à raviver sur sa poitrine. En vain. La barque avait pris le large et je ne pouvais rien faire d'autre que la regarder s'éloigner comme un enfant trahi. Les eaux se refermèrent derrière elle, telle une fermeture à glissière, et puis plus rien. Magnifique. C'est une lecture de Jack Kagan. C'est un grand poète. Magnifique. Une voix. On donne la chair de poule. Je peux la reprendre sur mon... C'est déjà magnifique. Je viens de le publier. C'est un poète, ça s'entend. Oui. Jack m'a demandé, j'arrive, je dis, les agendas sont bousculés, il y a tellement de choses, sinon il aurait été ravi de pouvoir faire cette lecture devant vous. Tu peux me tutoyer. Hein. C'est donc Jack Kagan. À Étonnant Voyageur, à Saint-Malo, il y a un poète, un ami qui s'appelle Yvon Lemaine, qui a la même voix que lui, le même rythme, la même puissance. Et ça donne la chair de poule à chaque fois. C'est magnifique. Tu me donneras son téléphone, je vais l'appeler. Jacques. Jack. Ah ouais, c'est beau. Hein. Et ça donne corps à l'écrire. Tu vois, c'est comme si quelqu'un était en train de redresser mes phrases devant moi et les mettre en marche. C'est important la lecture beau. par quelqu'un qui maîtrise l'art du rythme, Oh, et les silences et les interstices entre les mots, c'est magnifique. Il est très fort. C'est beau, hein. Il y a la lecture complète, donc les 2 premières pages, c'est déjà publié maintenant. Moi, je vais le reprendre, je vais le mettre sur mon site. Là, c'est la première fois, sur les 50 livres que j'ai écrits, qu'une telle performance est réalisée. Je suis très heureux. Je crois que c'est toi. Non, j'ai demandé à un ami, je sais qu'il a une voix très profonde. J'admire un petit peu l'intonation et l'âme qu'il va chercher et qu'il accompagne dans le texte. Ça, c'est très bon. Les talents. Mais c'est un monsieur qui est, je vais dire, époustouflant, qui est très, très malade. Il est très souffrant. Mais c'est une flamme que nous avons plaisir à pouvoir, une braise aussi, souvent, qu'on a plaisir à souffler pour le réactiver. Je crois que tu l'accompagnes bien, tu maintiens sa flamme, parce que si tu l'avais laissé tomber, à mon avis, Oui, c'est vrai. aujourd'hui, il ne pourrait plus... Alors nous sommes ici pour parler d'un ouvrage, mais avant de parler de l'ouvrage, Azouz, 1984, ton premier ouvrage. Ouais, 85. 85.
Moi je dis 84 parce que je me dis avant la publication, il a quand même travaillé. Oui, 2 ans à peu près, c'est Voilà. exact. Donc tout jeune, tu as été humé, je veux dire, ce plaisir de pouvoir t'affirmer vis-à-vis des copains, des autres, en maniant le verbe et en grattant avec la plume. C'est venu très tôt, c'est ce Oui, que j'ai découvert. c'est vers l'âge de 7-8 ans, hein, j'étais très fort à l'école en rédaction. Quand il s'agissait à la rentrée du mois de septembre, par exemple, de raconter vos vacances. Le maître nous donnait une rédaction, racontez vos vacances, sujet libre. Et nous, comme dans notre bidonville, on n'en est nulle part parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller en vacances. Alors pendant la rédaction, j'inventais des vacances à Terre-Neuve, dans les lointaines contrées au Kenya, dans le lac Ontario, parce que je lisais beaucoup de romans, de bandes dessinées. Tu voyageais, ouais. Et sur les bandes dessinées, j'étais en voyage, donc à Nairobi, dans le lac Ontario, aux États-Unis, chez les Comanches, Apaches. Et quand j'étais petit, à défaut de voyager vraiment, je développais mon imagination. Et la maîtresse me mettait des TB en rouge à côté. Très bien, TB. Ça me plaisait. Oui, ça marque. Hein. Et j'étais aussi très fort en grammaire, alors je ne sais pas pourquoi. J'étais assez vite expert en accord des compléments d'objets directs. J'ouvre une parenthèse, tu as une oreille musicale. Oui. Voilà. Parce que c'est très important, lorsqu'on a une oreille musicale, Absolument. de maîtriser l'accord. Et donc, dans notre bidonville où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas de télévision, seulement une petite radio à pile qui nous reliait au reste du monde, on écoutait tous les soirs ce qu'on appelait le hit parade de la chanson française. Il y en a un qui disait « Je vous ai apporté des bonbons. » Jacques. Et je disais « Mais parce que les fleurs, c'est formidable !» Je dis « Mais pourquoi il accentue autant ?» Et je me suis mis à accentuer les mots comme ça pour leur donner plus de valeur. Avec les bonbons, Oui, c'est... je trouvais ça rigolo en matière d'apprentissage de la langue française. Et c'est comme ça que j'ai associé les chansons à l'écriture de mes rédactions, avec le rythme que j'entendais. Et après, plus tard, je suis devenu ami avec Charles Aznavour. Moi, quelle chance, quel privilège. Alors lui, en matière de langue française aussi, pour ce jeune Arménien, c'était quelque chose. Voilà, donc je n'ai jamais lu, enfin, je n'ai jamais terminé Dostoïevski. Il m'attend chez moi tous les jours. Oh, super. 1000 pages, tu vois, Oui. On m'a offert 1000 pages. L'idiot. Mais je n'arrive pas à lire Dostoïevski parce que je n'arrive pas à me souvenir des noms, enregistrer des noms de personnages. Il faudrait que... Moi, je les note. Ouais, il faudrait noter. Et oui, je note, je fais un glossaire. Waouh. Et tous les écrivains, tu vois, français, les écrivains du boulevard Saint-Germain, qui peuvent prétendre à des prix littéraires, ont lu Dostoïevski et Tourgueniev et Tolstoï. Oh, alors j'ai du retard à combler, là. Il faut que je travaille un peu plus maintenant pour dire, comme dirait Dostoïevski, la page 872 dans l'Idiot, mais j'en suis pas encore là parce que, né dans ce bidonville, un enfant un jour m'a dit « Monsieur Azouz Begag, c'est vrai que tu es né dans un bidon d'huile ?» Je dis « Oui, mais il m'a dit « Mais comment tu es sorti ?» C'est beau. C'est beau. Ah oui. C'est beau. C'est ma vie d'écrivain, ça. Oui. Il y en a un autre qui m'avait demandé, toujours des petits, 7-8 ans, m'a dit « Monsieur Azouz Begag, est-ce que quand on est mort, c'est pour toute la vie ?» C'est beau. Magnifique. Hein? Oui. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand on est mort, c'est pour toute la vie ». Parce que l'enfant voulait me dire, est-ce que lorsque mes parents vont mourir, je ne les reverrai plus jamais de ma vie à moi? Il a mélangé les temps. Quand on est mort, c'est pour toute la vie. Voilà comment je suis écrivain, moi. Je ramasse, au gré de mes déplacements, au gré de mes marches, des petites choses comme ça qui pourraient faire l'objet d'un développement. Ce sont des petits cailloux qu'on ramasse. Oui, et c'est pas en lisant Dostoïevski Voilà. que j'ai glané ma matière à écrire. C'est la vie. Je suis
un écrivain du peuple, quoi, des gens. Je raconte la vie des gens. Et je n'ai pas une grande élaboration littéraire, mais je m'en fiche. Chacun a son domaine. Parfois, quand j'écoute les jeunes là, qui sont sur les listes des prix et des grands prix, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Les jeunes prétendants, parce qu'on n'a pas la même vie littéraire, le même regard sur la littérature. Ils parlent souvent, ils sont profs, souvent. Des techniciens. Ouais, ils sont profs et manient parfaitement le concept littéraire. Ils savent fabriquer des allégories, des métaphores, des références. Et moi, je les ai à l'intuition. J'écris comme ça à l'intuition, à l'arrache, comme on dit. Mais ça me va aussi parce que j'ai des lecteurs qui me lisent et qui retrouvent de quoi lire leur histoire. C'est un peu Albert Camus, Romain Gary, les gens du peuple. Moi j'ai un ami qui est comme ça, hein. Alain Cadéot. Il ramasse les mots. Il est dans la nature, il est dans la montagne, il est dans la campagne. Mais tout est bon. C'est beau. Hein. Tout est bon justement pour voilà, faire un bouquet de quelque chose. Ouais, c'est beau. On est une fois en promenade dans sa région et il se penche, il ramasse, il met en poche comme ça des feuilles, des herbes. Et puis quand on arrive, hop, hop, et il offre un bouquet. Mais il offre aussi un bouquet de mots. Oh. Je te montrerai tantôt quelques billets qu'il nous a offerts. Oh, magnifique. Ça, c'est magnifique. Bon, il y a une ligne blanche dans ton ouvrage que nous allons rejoindre un petit peu. Tu te souviens, il y a la ligne blanche qui serpente sur le chemin. Je reprends l'ouvrage. Très poignant, ce que Jack vient de nous décrire. Et, avec ton frère, il y a toujours cette maison du retour. Tu sais qu'en Belgique, nous sommes des gens coincés. Parce que nous n'avons pas toujours non plus notre maison du retour. J'explique. Si tu ouvres les fenêtres ici, que tu regardes, non pas l'horizon, mais à 5 km à vol d'oiseau, nous ne savons pas ce qui s'y passe. C'est un autre peuple. Si nous allons mettre un pied dans cette région, il y a encore 20 ans d'ici, on était comme un jeune émigré d'un bidonville en disant « Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ?» On te mettait sur les façades. Go home. C'est incroyable. Donc, j'imagine un petit peu lorsque tu nais malgré tout dans un pays qui est la France, il y a toujours le regard de l'autre qui se porte sur toi. Et heureusement, le père, lui, a créé, a construit cette maison, a planté cet arbre. Et il y a toujours un petit peu ce désir de retourner au pays. Mais toi, les racines, où sont-elles? Le père a construit cette maison parce qu'il avait fermement l'intention de rentrer un jour, comme Ulysse devait rentrer à Ithaque. Le père avait cette idée que la vie en France ne pouvait être que transitoire. On n'était pas là pour rester en France et devenir français. On était là pour une seule raison, gagner de l'argent et repartir le plus vite possible, brodé d'or et cousu d'argent au pays, soit, si possible avec une maison, une voiture, et pouvoir montrer aux autres que l'exil a été fructueux pour nous. Et donc cette maison, il a construite dans les années 60. Une grosse partie de son salaire en France était allouée à cette maison. Laissez-moi vous dire que les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais ont tous fait la même chose. Ils ont construit la même maison dans leur bled. Tous! Ils étaient ici en transit. Ils ont construit une maison avec des matériaux rudimentaires, une maison avec un deuxième étage jamais fini, et des armatures métalliques rouillées qui pointent au ciel en attendant un retour improbable des immigrés. Je connais un qui va construire sa maison à Kigali. Sauf que mon père a construit devant la maison, il a planté un arbre à 1 mètre de l'entrée de la maison. Et 50 ans plus tard, quand nous y retournons avec mon frère, il y a 2 ans, cet arbre mesure 40 mètres de haut, et ses racines ont délogé les racines de la maison. C'est-à-dire que la maison est toute bancale, et l'arbre, avec son arrogance, a pris possession de notre histoire. Et en vérité, cette histoire de l'arbre et de la maison, c'est notre enfance. C'est pas seulement le retour vers le pays de nos ancêtres,
la terre, la terre. Mais c'est aussi le retour vers l'enfance, où tant de choses qui s'y passaient dans l'espoir. Ouais, l'espoir d'un retour à l'enfance. Quel moment merveilleux dans une vie humaine, l'enfance. Quel moment merveilleux où tout est possible. Ou encore les bruissements de la mort ne sont pas encore perceptibles, parce que c'est tellement loin la mort. Mais la vie, elle est là, présente, tous les jours au réveil. Elle n'est pas surchargée par des souvenirs douloureux ou par des douleurs ancrées dans le corps, dans l'âme. Elle est faite, cette vie d'enfant, de liberté tellement douce, mielleuse, féconde, que moi, je m'en suis jamais séparé. Il y a toujours un enfant qui rit en moi. Mais il y a un frère à côté de toi, oui, qui est tout à fait diamétralement différent de toi. Ouais, il est sceptique sur la vie. Lui. Il a décidé de ne plus vivre avec les êtres humains. Il habite dans les arbres, avec les arbres, et il a appris la langue de bois. Qu'est-ce qui a créé ça? Quel traumatisme? Ah, des traumatismes. Mon frère a subi des traumatismes en enfance plus durs que les miens. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout pris à la rigolade comme moi. Il n'a pas beaucoup utilisé la dérision et la légèreté. Il a pris la vie trop au sérieux. Et aujourd'hui, il le regrette parce qu'il est passé à côté d'une belle vie. Il a été trop consciencieux, trop effrayé par l'idée de manquer d'argent, manquer de nourriture. Et donc, il a accumulé toute sa vie. Et aujourd'hui, il est dans une situation où c'est trop tard pour dépenser tout ce qu'il a accumulé, parce qu'il n'a pas la culture de la dépense, du voyage, de la lecture, de la culture. Et moi, je suis son frère, libre, parce que j'ai compris que lui et moi, nous sommes des gens des frontières. On n'est ni d'ici, ni de là-bas. On est des bicos en France, mais des bi là-bas. Les gens nous regardent comme des Français, des étrangers. Puis finalement, on doit s'y résoudre parce qu'il y a des millions de gens en Europe qui sont comme nous. Des belgo-italiens, des belgo-marocains, des franco-algériens, des italo-tunisiens. Mais regarde la Belgique, il y a des belgo-bruxellois, il y a des belgo-wallons, il y a des belgo-flamands, il y a des belgo du pays rédimé, des pays rédimés qui sont maintenant Eupen Malmedy. Tu vois, même dans un petit pays, on peut vivre aussi ce genre de choses. Non seulement on peut, mais on doit cultiver son jardin, on doit faire son jardin, sans nourrir constamment la nostalgie d'un retour dans un pays qui n'existe plus, ou alors qui a tellement changé qu'on n'a plus de repères. Il faut construire sa vie en évitant les nostalgies pleureuses et le mythe que c'est par le retour qu'on va rentrer dans ses vraies valeurs, dans sa vraie identité. C'est pas bien de penser comme ça. Il n'y a pas de vraie identité. Et l'identité d'un individu, c'est pas quelque chose qui serait donné dans un sac qu'on transporterait en bandoulière sur le dos et qu'il faudrait protéger coûte que coûte contre toute altération, tout contact avec les autres. Que nenni, c'est le contraire l'identité. L'identité, c'est un voyage. L'identité est faite de multiples identifications au cours de sa vie, à des gens qu'on aime, à des profs qui nous ont éblouis, à des acteurs qui nous ont enchantés, à des écrivains qui nous ont émerveillés, et à qui on s'identifie, parce que leur talent est tel qu'on a envie de leur ressembler. C'est ça la vie, et l'identité. À la fin de la vie, quand on posera sur la terre toutes ces rencontres, par terre, toutes ces rencontres merveilleuses que nous aurons faites, toutes ces identifications d'émerveillement, eh bien, on aura un puzzle de qui on aura été pendant l'existence. C'est tout. Mais il ne faut pas partir dans la vie avec une idée de qui on est et protéger cette idée jusqu'à la fin de sa vie. C'est ridicule. C'est un vrai gâchis. Donc l'identité française ou belge ou algérienne ou rwandaise, c'est un concept nomade qui avance. Et ce sont les gens courageux comme nous qui changeons le curseur de place, les marqueurs, et qui permettons à de plus en plus de gens de vivre dans nos sociétés avec leur singularité et leur richesse, voilà. Sans devoir se conformer tous au même moule qu'on nous aura appris à respecter dans l'enfance. Non, il faut s'évader, faire l'école buissonnière, apprendre à être courageux et accepter, nourrir sa différence surtout. Voilà ce que raconte ce livre. Oui, mais ce qui est
extraordinaire, c'est que vous retournez dans votre maison, non pas qu'elle est squattée, mais elle est sous-louée à d'autres, Ouais, les squattés, oui. qui ont donné une autre âme qui habite dans cette maison. Ça doit être un choc aussi, de voir que cette maison n'est plus tout à fait votre maison. Non, elle ne l'est plus du tout. C'est plus du tout. Et comment vit-on ça? Ça va parce que mon père disait que les gens qui l'habitent, les locataires, ils sont pauvres. C'est la Il disait, générosité. ouais, il disait, il faut les laisser vivre, s'ils n'ont pas de quoi payer les loyers, eh ben, ma foi, qu'ils habitent. Peut-être que si Dieu est reconnaissant, ben, il va m'en offrir une autre de maison dans le paradis céleste. Et celle-là, je pourrais l'habiter jusqu'à la fin de l'éternité, si ça existe. Mais mon père était d'une générosité exceptionnelle. Et ces gens en ont profité un peu, sans pour autant entretenir cette maison. Il fait qu'elle est partie en ruine, et ça, c'est malheureux. Quand la maison de l'enfance est habitée par des ronces, par des arbres, par des plantes sauvages qui se sont agrippées au béton pour faire leur place et qui vont chercher la lumière, quand les locataires qui sont là n'en ont rien à fiche de la maison, ça fait réfléchir. Ouais. Mon père n'allait pas partir au paradis avec sa maison dans le cercueil. Et nous non plus. Donc la maison elle est finie. Et l'arbre qui est devant la porte, qui a poussé démesurément, prend le ciel à témoin. Il n'arrêtera jamais de grandir. Là, pour dire, la guerre des racines, c'est moi qui l'ai gagnée. Lui, le peuplier. Alors que toi, tu as une réaction à ça. Quand tu es chez toi, tu dis, oui, mais les racines, c'est bien, ça détruit aussi. Mais moi, je suis le tronc, nous sommes les branches, nous sommes le feuillage. Oui, c'est ça. C'est ce qui va nous nourrir pour le moment. Oui, c'est ce que je dis à Éric Zemmour. C'est Aujourd'hui, je pense. qui voudrait nous faire croire qu'il y a une identité française à Ouais. défendre contre les envahisseurs. On sait qui sont les envahisseurs. Et qui défend les Français de souche, les petits blancs. Comme s'il n'y avait que les Français de souche, on ne sait pas ce que ça veut Je ne dire, sais pas. qui devaient protéger cette identité coûte que coûte contre toutes les hordes de sauvages venus d'ailleurs, souvent d'Afrique et d'Afrique du Nord. Bon, mon grand-père vient d'Australie. Hein. Bon, l'Australie, ça va. Il était aborigène. Non, et pour te dire, tout va. Voilà ce qui nous Et moi, constitue, je lui nous. dis, Hein. voilà, je lui dis à Éric Zemmour, certes, il y a des Français des souches et il en faut, puisqu'un arbre a besoin de souches, mais il y a des Français des branches, comme nous, avec des feuilles nouvelles, et que nous captons de la lumière parce que nous sommes plus hauts que ceux des souches, et que c'est une nouvelle façon d'être français. Entre les souches et les branches, nous avons un tronc commun. C'est cela qu'il faut défendre. C'est-à-dire l'amour de la culture, l'amour de la langue française, l'amour de l'esprit critique, l'amour de François-Marie Arouet dit Voltaire, l'amour de Beaumarchais, Voilà. 1740-1750 à Paris, qui était l'éditeur de Voltaire, et qui disait, je le cite souvent dans mon roman, « Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Voltaire, qui aussi, vis-à-vis des religions et de la liberté de conscience des individus par rapport à la religion, était un précurseur qui, d'abord a fait plusieurs années de prison, emprisonné, parce qu'il était trop libre, il insultait le roi et tout le monde, et qui s'est retrouvé dans sa maison à Ferney-Voltaire, où habitent mes deux filles, les deux filles, et qui recevait des gens du monde entier qui venaient se mettre sous ces lumières pour pouvoir écouter ce type si courageux, si intelligent, français, raconter ce que devait être une bonne société de gens libres, passionnés par la culture et disposant d'une totale liberté de conscience. Alors ça, ce sont les valeurs que je défends aujourd'hui, et ce sont les valeurs que les Français des branches, les Français de souche, qui continuent à perpétuer cet esprit français, critique, intelligent, philosophique, qui n'est pas abandonné, ce peuple de France, aux dupes et aux charlatans. Eh bien, c'est cela être français. C'est pas dire, c'est pas être un béni oui-oui, c'est pas faire la noblesse de la guerre, de la violence,
c'est exactement le contraire, parce que dans cette définition identitaire de la France, il y a quand même ce mot fraternité, qui n'est pas rien du tout, c'est quelque chose d'important. On est souvent déçu de voir que cette fraternité est peu appliquée, mais il est de notre devoir à nous, gens de culture, écrivains, du cinéma, philosophes, de pouvoir restaurer sans cesse cet édifice de la fraternité. Et voilà, tu as des types comme Éric Zemmour qui participent à l'ouvrage inverse, qui essaie de cliver les Français, de casser tous ces sentiments de fraternité qui pourraient naître pour essayer de gagner quelque chose dans le champ politique, pour gagner quelque chose dans le champ politique, c'est-à-dire pas dans le champ humain, mais politique. Cliver, 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 pour pouvoir surfer sur les peurs des gens. Alors, quand tu sors un ouvrage comme celui-là, que tu remets un manuscrit ou un tapuscrit à l'éditeur, quelles sont les bonnes pages qui ont été enlevées? Ou bien est-ce qu'ils ont pris le texte tel quel? Pratiquement tel quel. Il faut dire que j'ai eu la chance de tomber sur une éditrice qui s'appelle Vanessa Springora, et dont on connaît le courage qu'elle a eu il y a quelques années pour dénoncer un pédophile qui était bien installé dans le monde de la littérature du boulevard Saint-Germain, là, et qui, à 80 ans, bénéficiait d'une aide pour écrivains économiquement faibles. Eh ben voyons. Paris. Et ce type-là, Gabriel Mezneff, racontait il y a 20 ans à Apostrophe, chez Bernard Pivot, comment les jeunes filles de 11, 12, 13 ans avaient besoin de faire l'amour avec des gens comme lui, de 50 ans, parce qu'ils avaient l'expérience et qu'elles ne pouvaient pas trouver cette expérience chez des gamins de 14-15 ans. Il racontait ces histoires de pédophilie, en fait. J'avais vu cette émission d'Apostrophe, je n'oublierai jamais, parce qu'il y avait une femme sur le plateau, elle s'appelait Denise Bombardier. Elle était canadienne. Alors elle disait, même monsieur, vous êtes en train de nous dire que la pédophilie, c'est utile pour les enfants? Vous nous racontez... Elle a créé un scandale. Je me souviens très bien que Bernard Pivot, il ne savait pas quoi dire. Il était complètement piégé par ce drôle de monde germano-pratin de la littérature. On se permettait à l'époque des... Et voilà, c'est elle, Vanessa, qui, 30 ans plus tard, dénonce dans un livre appelé Le Consentement, ce monde-là où tout le monde se congratule, s'invite et outrepasse les limites. Mais ma question n'était pas celle-là. Ma question était, qu'est-ce qu'elle a retiré de ton texte? Rien. Rien. Rien du tout. Parce que bien souvent, l'éditeur, pour des questions... Ça ne m'est jamais arrivé. Ah, d'accord. Parce que c'est parfois le traumatisme de l'écrivain de voir qu'il y a toute une série de choses ou de chapitres qui ont été retirés. Non, que nenni. Que nenni. Jamais. Ah, voilà, super. Ah ben non, ça ne m'est jamais arrivé en 35 ans de carrière et en 50 livres publiés. Non. C'est-à-dire, quand on est dans la maison d'édition où il y a des gens qui sont porteurs de quelque chose, qui sont souvent eux-mêmes écrivains, qui savent le travail que cela requiert et la difficulté. Bon, je ne suis pas les censeurs. Non, parfois dans ce livre, tiens, mais je parlais de Gogol à un moment donné, Nikolai. Et mon frère, qui n'est pas un lecteur, dans un des dialogues, il me dit, et en plus, tu me parles de ce Gogol qui écrit... Et ce Gogol-là, ma correctrice m'a dit, c'est pas très politiquement correct, ce mot, il est sale. Elle avait raison. Les Mongoliens, les trisomiques, je n'ai pas besoin de me moquer d'eux dans un texte en disant ce Gogol. Non, je l'ai enlevé. Voilà. Moi, je suis assez respectueux de toutes ces tendances actuelles là, qui sont en train de voir des romans américains, par exemple, dégager de leur vocable le mot nègre, les 10 petits nègres, pour le remplacer par des choses plus acceptables pour ces minorités afro-américaines. Et tout ce qui va dans le sens de plus de respect, plus de dignité, moi ça ne me dérange pas, au contraire. Mais d'aucuns y voient un renoncement à la liberté d'expression. Quoi? Le politiquement correct est en train de nous étouffer? Eh ben voyons. Ben voyons. Ce serait plus facile de continuer sur la lancée et de se foutre de la gueule des pauvres, des modestes, des minorités. Ben oui, ce serait plus sympathique entre nous. Hein. Alors, tu habites Lyon. La ville de Saint-Exupéry. Périphérie ou bien Lyon même? Maintenant, j'habite dans le quartier multiculturel.
D'accord. C'est un peu le Kreuzberg de Berlin. Ou alors le Matanguay Ah, d'accord. de Bruxelles. Et là, ben, c'est pas tous les jours facile hein, ce quartier à 500, Matanguay, tu vois, il connaît. oui, 700 mètres de la place centrale, la place Bellecour, qui est géographiquement au centre de la ville. Parce que dans ce quartier multiculturel, il y a des gens venus du monde entier qui arrivent, du monde entier. C'est pas tous les jours facile. Il y a plein de choses qui dérangent beaucoup le riverain D'accord. ou l'indigène. C'est souvent maintenant des coups de feu, beaucoup de drogue, beaucoup de clandestins qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, et qui vendent des produits, des cigarettes de contrebande, par exemple, dont on dit qu'ils viennent de Belgique, par exemple. Il y a beaucoup de saleté, l'hygiène, c'est difficile. Tu ne vas jamais te balader sur les coteaux de lentilles, par exemple. Si, Oui. enfin, de temps en temps. Parce que le frère de Monique habite. Ah oui, oui, si, de temps en temps. Oui, oui. Mais la circulation est tellement endémique maintenant de voitures. On n'a plus envie de prendre la voiture. D'accord. Oui. Donc j'ai acheté un petit scooter qu'on m'a volé d'ailleurs il y a un mois, que j'ai retrouvé. Sinon je circule dans un périmètre limité à pied ou en transport en commun. Plus de voitures. Voilà toutes de nouvelles difficultés qui naissent dans la vie urbaine et qui sont pénibles quand on a passé toute sa vie dans la ville. J'ai envie maintenant d'écouter les petits papillons voler au-dessus, autour des fleurs. C'est pour ça que je t'embarque un peu à lentilles. Oui, oui, oui. Oui. Belle campagne, hein. J'ai envie d'écouter le silence Oui, je maintenant. comprends. Et la ville interdit toute place au silence. C'est pour ça qu'en arrivant chez toi, je suis agréablement surpris par ce silence littéraire qui existe. Ce sont les livres qui nous écoutent là. C'est vrai. La couverture. Elle est bien cette couverture Oui, de qui a l'arbre, fait- non? Qui a fait le choix de la couverture? C'est Vanessa Springora qui m'avait suggéré cela parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Sur, Oui. par exemple, cet avion-là qui cherche sa voie hein, dans le ciel nuageux, un ciel incertain, comme celui des gens qui essaient de se bricoler une identité pour savoir où ils vont. Et puis cet avion qui cherche sans doute une piste d'aéroport pour se poser, parce que là, il n'y a qu'une route pour l'instant. Une route qui mène vers les nuages, et un avion qui cherche à travers les nuages une piste où se poser. Donc, tout cela rend assez bien compte de la recherche identitaire, de la recherche de racines pour voir si on en a besoin ou pas. Tu vois, c'est ça que j'ai un peu exploité sur la petite présentation de Jack. C'est cet avion qui est là, Ouais. qui va ou qui vient. Et justement, quand la maman va... L'avion part aussi, et vous partez alors au pays. Ouais. C'est très porteur cette couverture, j'ai beaucoup aimé. Comme un avion sans ailes. Comme un avion sans ailes. C'était une belle chanson, ça. C'est un type qui parle d'un avion sans ailes, sans sa fiancée qui s'appelle Rim, sans doute, qui est le personnage central de mon roman aussi. Sa famille a été massacrée pendant la tragédie des années 90. Là. Les islamistes ont tué ses parents, par erreur. Mhm. Et depuis qu'elle a 14-15 ans, elle vit dans la maison de mon papa, au milieu de livres, de milliers de livres, comme les tiens là. Ce sont des livres des pieds noirs qui sont partis d'Algérie précipitamment pour rentrer en France. Ce sont des livres qu'ils ont confiés au papa de Rim, qui était petit instituteur dans une petite école rudimentaire. Et ces livres, il les a protégés, il était le gardien de cette bibliothèque ambulante. Et la fille a grandi, a vécu tout autour d'eux. Donc, à défaut d'avoir vécu avec ses parents, sa famille chérie, elle a vécu avec tout un tas de personnages de fiction. Elle a vécu une vie de fiction. Ça, c'est quelques dizaines de bonnes pages aussi dans l'ouvrage. C'est justement... Un jour, même, il y a un type au bas de la ville qui a installé une bibliothèque éphémère. Sur un tréteau, quelques
quelques livres en français, toi, qu'il déposait devant la fontaine. Devant la fontaine de la ville, la grande fontaine. Là, ouais, devant la fontaine. Et les autorités se sont inquiétées de savoir qui était ce trublion là qui posait des livres en français à disposition du public devant la fontaine. Et c'était un personnage qui était recherché par les autorités. Et elle, un jour, en 94, un peu plus tard, elle est tombée sur le premier homme de Camus, qui était là, posé. Et elle l'a pris. Beau message aussi. Ouais, et de son père, du premier homme et de l'instituteur. Elle en a fait sa vie, une autobiographie. Voilà, par exemple, comment les livres sont un peu partout dans la ville et dans l'histoire de mes personnages. Ça, ah oui, il y en a un groupe de personnages, c'est deux frères, qui ont créé dans leur montagne aride, sèche, où il n'y a pas de culture, qui ont monté une petite bibliothèque, mais ils n'ont pas de livres. Et cette bibliothèque, c'est la bibliothèque des amis de Marcel Mouloudji. J'allais en parler. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, tous les deux. J'ai fait une interview avec eux. Non! Ils s'étaient rassemblés chez eux, j'étais ici, on a fait tout un entretien. C'est magnifique! Oui. Alors eux, pour éviter le départ de la désertification de leur village dans les montagnes de Kabylie, là-bas, où habitait le papa de Marcel Mouloudji, eh bien, leur idée, c'est de faire venir des livres pour garder les gens sur place. C'est magnifique. Donc mes livres sont partout. C'est ça qui m'a bien amusé, c'est parce que j'avais fait cette interview avec eux. Et puis voilà que tu en parles dans le livre. Magnifique. Oui, ça, et j'ai appelé la fille de Marcel Mouloudji là, pour lui dire que je voulais lui envoyer. Je l'ai vu une fois. Je voulais envoyer ce livre. Et ce qui fut fait, mais elle n'a jamais répondu. Et c'est pendant ce livre, avec ses amis de Marcel Mouloudji, que j'apprends que la grand-mère d'Edith Piaf s'appelle Aïcha Ben Mohamed. C'est magnifique. Personne ne le sait en France. Edith Piaf. Le ciel bleu sur moi peut s'effondrer. Edith Piaf, petite fille Aïcha Ben Mohamed. Donc c'est aussi plein de petits tuyaux que je donne à mes lecteurs pour leur dire que leur société, elle est faite de plein de feuilles, de branches venues d'ailleurs, hein, et qu'ils ont glorifié à leur époque. Marcel Cerdan était aussi arrivé d'Algérie. Donc voilà, ça fait plaisir d'essayer de renouer des maillons comme ça, des maillons identitaires, avec des gens qui ont besoin de se retrouver soudés les uns aux autres. Pas seulement avec leur équipe nationale de football, où là ça va. Comme on sait que Kylian Mbappé a une maman algérienne, tout le monde s'en fiche, parce que c'est un grand joueur. Et là, quand le talent surpasse toutes les autres formes d'identification, ben, l'individu n'est identifié qu'à son talent et ses mérites. Et c'est ça la France de 1789. C'est pas le sang qui coule dans les veines des gens, c'est pas leur rapport au roi ou au seigneur, c'est le talent et les mérites. Et c'est ce qu'on appelle la France méritocratique. C'est là où je suis né. Je suis né en 1789. Revenons maintenant. Le livre vient de sortir, tu es en pleine promotion. Comment un auteur peut-il se retirer un peu de cette ambiance de promotion et de peut-être déjà piocher ou d'envisager un autre sujet ou un prochain sujet? Oui, l'autre sujet est déjà en cours en fait. J'en ai écrit une centaine de pages. C'est évident de pouvoir se détacher? Non, mais je l'ai entrepris, cette écriture entreprise depuis 1 an et demi à peu près. C'est l'histoire d'un gamin qui vient de Guinée-Conakry, d'un petit village, Pilimini, pas très loin de Conakry, qui vit, vous imaginez, quoi, dans la brousse, avec sa petite famille. Et son père est atteint d'un cancer du foie. Et donc, il faut qu'il aille trouver les moyens de le sauver. C'est comme ça que l'idée rentre en lui d'aller en France, dans la ville de Lyon, parce qu'il connaît quelqu'un qui habite dans un Guinéen,
et qui lui a dit qu'il y avait des hôpitaux très importants dans cette ville et qu'en matière de cancer, justement, c'était très facile de se faire soigner ici. En plus, l'accueil des Français quand on est malade était vraiment digne de l'humanité. Et cet enfant part avec 20 € en poche, sa carte scolaire, et il prend la route. Il va traverser la Guinée, le Mali, l'Algérie, arriver en Libye, à Sabrata, où sont déjà morts des milliers de migrants sur des zodiacs pourris qui ont crevé en mer. Cet enfant va quand même réussir à traverser. Il va être recueilli par un bateau de la Croix-Rouge internationale, arriver à Brindisi, à Lecce, et puis après, de là, prendre les trains, sans argent, pour arriver jusqu'à Lyon. Et 1 an et demi, dans une classe d'un lycée professionnel, où je faisais des ateliers d'écriture, cet enfant, je l'ai appelé Mamadou. C'est son nom. Mamadou Sow, S-O-W, qui rêve d'être DJ. M'a raconté son histoire, je dis, mais tu sais, on va faire un livre avec ça, c'est tellement beau. À 15 ans, 16 ans, il avait déjà tout vu de l'humanité, en traversant ces zones du Mali, Kidal, les Touaregs, les enlèvements, les mœurs, ces racistes de Libyens là, qui traitaient encore il y a quelques années les Africains qui arrivaient sur leur côte en face de l'Italie comme du bétail, qui vendaient des esclaves encore. C'est un livre qui est plus qu'un chantier maintenant, c'est une voie qui s'est ouverte devant moi. Qui va prendre aux tripes. Ouais, et lui, il n'a pas de papier, il est toujours là en France, il a une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui lui pend au-dessus de la tête depuis 3 ans. Il a 19 ans maintenant, 20 ans, mais il est toujours là. Et là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il livre des pizzas chez Uber, avec son vélo. Drôle de vie, hein. Voilà, je me suis dit, ça vaut le coup peut-être d'en faire un ouvrage dont je ferai la promotion avec lui, ce qui va lui permettre de sauver sa vie. Il n'est jamais retourné dans son village à Pilimini. Non, avec quel argent? Donc il est pris en charge par Éducation sans frontières, des associations religieuses. C'est beau. Hein. Il en veut. Il veut vivre, il veut exister, il veut aider. C'est magnifique ce type. Et la rencontre entre nous s'est faite et elle est féconde. Elle va donner lieu à un livre. J'ai écrit comme ça un bouquin avec un jeune Algérien qui s'était fait expulser dans son pays d'origine où il n'était jamais allé. Il s'appelait Ahmed. Et ça s'appelait la double peine. Il avait fait 10 ans de prison à Lyon. Et ensuite, à l'issue de cette sentence, il était expulsé dans le pays d'origine de ses parents, la double sentence. J'ai écrit un bouquin à son histoire qui s'appelle Ahmed de Bourgogne. Très joli livre qui avait fait vraiment son effet à cette époque. L'histoire d'un type qui est expulsé et qui revient chez lui. Parce qu'il est né à Dijon. C'est un bourguignon. Ahmed de Bourgogne. J'aime bien écouter l'histoire des gens, les enregistrer et en faire des romans. Avec toute l'amplitude que ça peut avoir en termes politiques. C'est-à-dire qu'ils racontent la vie des gens et la façon dont ils sont traités. Je suis un écrivain du social. C'est beau. Un écrivain pour le regard. Tous les jours. Et la sensibilité. Il faut du cœur. Il faut aimer les gens qu'on écrit. Je te remercie d'être venu chez moi. Willy, je te remercie de m'avoir invité. Parce que je pense qu'on est en train de... En plus, là, on touche le ciel, puisque tout à fait, au 6e on est au dernier étage d'un immeuble. Et actuellement, le ciel brille sur Bruxelles d'une manière étonnante, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois du soleil à Bruxelles. Oui, si. Dans la pluie, il fait gris. Oui. Une solitude et le silence. Un étau. L'absence. Les eaux s'étaient refermées derrière moi. Des déménageurs invisibles entrèrent et m'écartèrent de leur passage. La place devait être asphyxiée sur le champ. Désolé, après la mort, le vivant ne traîne pas. C'est excusé l'un d'eux. Alors,
Je les regardais faire leur travail, loué sur le quai, dans ce silence si singulier. Une bougie inclina sa flamme vers moi en signe d'adieu avant l'extinction des feux. La marée était basse. Sur un banc vide, je posais le paquet de gaufrettes. Après mon père, elle aussi m'avait laissé. Mon frère Samy était ma dernière famille. Le temps était venu de nous réconcilier, de redevenir frères. Sur l'ardoise du passé, les eaux avaient tout effacé. Cette nuit, à 3h15, ma mère était morte. Pour la seconde fois. Magnifique. C'est une lecture de Jack Kagan. C'est un grand poète belge. Magnifique. Elle a une voix. Ça me donne la chair de poule. Je peux la reprendre sur moi. C'est déjà, magnifique. je viens de le publier. C'est un poète, ça s'entend. Oui.